Bonjour à tous, bienvenue à Yin Yang, la critique ni pour ni contre. Alors, je m'explique. Depuis longtemps, je voulais faire une chaîne sur la critique, sauf que comment faire quelque chose de personnel, plutôt que de vous dire si j'ai aimé ou pas aimé un film et que voilà, ça soit simplement un pour ou un contre. J'ai décidé donc chaque semaine d'aller voir un ou deux films que vous pouvez même me recommander quel film vous voulez que j'aille voir. Je ferai tout pour trouver à chaque fois 10 points positifs, 10 points négatifs. À l'arrivée, ce sera à vous de déterminer si j'ai au final plus apprécié ou plus, disons, détesté le film. Mais je ne me prononcerai pas. Cette semaine dans Yin Yang, nous parlerons de Blade Runner 2049, la suite tant attendue de Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, l'original. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave, puisque j'ai entendu dire que la suite était relativement indépendante et qu'elle pouvait s'apprécier et se voir en tant que telle. Donc, si vous pouvez le voir, n'hésitez pas, c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma pour se prendre une méga claque. Le fait de faire de la neige, ça évidemment esthétiquement, ça donne disons une nouvelle fraîcheur. C'est à la fois intelligent et surtout ça instaure un climat, je dirais presque encore plus prégnant de froideur et c'est tout à fait approprié thématiquement puisque le film, que ce soit dans l'original et dans cette version-là, encore plus, parle des émotions et justement de cet extrême, disons, de ce côté déshumanisant en fait de la société et donc associé à la froideur. Et si vous avez remarqué, toute la chaleur dans le film réapparaît paradoxalement dans une zone qu'on nous dit est contaminée et c'est évidemment le vieux Las Vegas. On sent que le scénario se perd un peu. Alors c'est le but, c'est-à-dire que le personnage, voilà, il passe par plein de moments de doute, de confusion, comme s'il était dans un long labyrinthe dans lequel il essaye de sortir. Souvent la notion de durée, ce n'est pas comme pour un roman. Un film, c'est une série de séquences, on ne peut pas juste s'attarder sur une séquence et arrêter le film. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans des longs films, si toutes les séquences ne créent pas un effet de crescendo, forcément il y a des moments où on est un peu moins attentif, il y a des moments où on est un peu moins bluffé et je pense que c'est le cas ici. Il a réussi à se réapproprier, disons, l'esthétique de Blade Runner, puisque si on oubliait, si par exemple quelqu'un qui n'a pas vu Blade Runner le premier, je suis convaincu que s'il a vu Prisoners, il se dira tiens, Blade Runner 2049 c'est la même ambiance poisseuse, voilà, par exemple il y a plein de moments, je me souviens dans le film où c'est très sombre, je veux dire au niveau de l'éclairage, mais au niveau du sol, on voit qu'il y a des flaques d'eau, et surtout même le traitement de la violence. Si on vous revoyait Prisoners, ce côté extrêmement, ce découpage extrêmement sec, extrêmement brut, qui intervient comme ça, comme des giclées de sang, qui explosent littéralement, c'est dans Blade Runner déjà le premier, sauf qu'ici c'est vraiment traité comme dans Prisoners. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où volontairement Villeneuve veut qu'on ait une réaction physique, c'est-à-dire quand par exemple un personnage à un moment brise la main de l'autre avec un verre, il appuie sur le verre au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on sente vraiment la douleur. Disons, il y a une peur que le spectateur soit trop confus et c'est un sujet intéressant puisque tout l'enjeu de Blade Runner l'original et de tous ces différents montages était la gestion justement de la confusion du spectateur. C'est-à-dire que quand ils ont rajouté la voix off, quand ils ont changé le montage, etc., c'était principalement parce que les spectateurs se plaignaient d'être trop perdus en fait. Et dans 2049, vous l'avez peut-être remarqué, c'était l'usage assez, disons, récurrent de flashbacks sonores par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous rappelle au moins 2 fois des répliques qu'on a entendues antérieurement, histoire qu'on comprenne bien par exemple l'enjeu d'une scène, qu'on ne se trompe pas d'interprétation à un moment donné. Et je crois donc il y a par exemple un moment la phrase du colosse du début, Dave Bautista, où il dit tu n'as jamais vu un miracle, on la réentend plus tard dans le film. Bon, est-ce que c'était nécessaire puisque Blade Runner
que ce soit l'original ou la suite, invite au revisionnage, et si justement il fallait se rendre compte que cette phrase avait un sens pour la suite du film, eh bien c'est en le revoyant. Comment faire pour aimer dans une ville où tout est déshumanisé, où tout est artificiel, où même finalement l'intimité n'est qu'une illusion, puisque justement le personnage pense, enfin il s'achète donc... En fait, en gros, il y a un concept majeur dans le film. Ça s'appelle Joy, clin d'œil évidemment. Joy, la joie, et c'est évidemment très ironique, puisque elle est censée justement apporter la joie dans la vie donc, de K. Pour ceux qui ont vu le film, évidemment, il s'agit donc d'une illusion, c'est-à-dire elle n'est pas réelle, c'est un hologramme. Et malgré tout, elle se comporte finalement exactement comme un humain, ou certains diraient, ou même un répliquant, c'est-à-dire qu'elle a des émotions qui lui sont propres, elle ne réagit pas exactement comme un être humain. Je trouve que ça fait vraiment écho au premier film où, encore une fois dans la première version, Deckard était donc un humain. Et c'était donc un humain qui était au bout du rouleau, qui retrouvait finalement foi en l'humanité en tombant amoureux d'un être justement artificiel avec des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Et donc voilà, cette idée de romance un peu étrange, un peu impossible, finalement, on la retrouve ici, mais sous une nouvelle configuration. L'impression générale de 2049 pour moi, c'était qu'il y avait peut-être, pas simplement par la durée, mais je veux dire... En général, il y avait trop de dialogue, trop d'explicitation. Par exemple, à un moment, il est question des souvenirs. Et il va y avoir des phrases très lourdes pour nous expliquer quelle est finalement la différence entre avoir des vrais souvenirs et des faux souvenirs. Ce qui était intéressant et ce qui était vraiment beau dans l'original, c'est qu'il y avait plutôt une simplicité, une épure, et que quelques petites phrases par-ci par-là se répondaient et donner du sens, mais qu'il fallait justement faire ces connexions soi-même. Il faut faire évoluer le concept. Pour ceux qui, par exemple, ont vu Terminator 2, pourquoi Terminator 2 est une des meilleures suites qui existent, ou Alien, même la suite d'Alien. Ce que James Cameron a très bien compris, par exemple, c'est que si vous voulez faire une suite, il ne faut surtout pas répéter la formule, il faut disons, soit l'inverser, soit la trahir, soit justement la pousser dans ses retranchements, en fait. Au lieu, par exemple, là, d'avoir un être humain donc amoureux d'un être artificiel et qui justement se pose la question finalement quelle est la limite entre les deux. Ici c'est encore, j'ai envie de dire, le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on a, dès le début ça nous est expliqué, c'est d'ailleurs le spoiler du film, donc un être artificiel qui est amoureux et qui le dit très clairement, même, pour ceux qui avaient des doutes, pour moi t'es réel, pour moi tu comptes, il est donc en relation avec Joy, qui est un être encore plus artificiel que lui, puisqu'elle n'a pas, encore une fois, de matière de consistance. Pour tous les fans, par exemple, Dieu sait qu'il y en a qui détestent l'idée que Deckard est un répliquant, et qui par exemple préfèrent, parce qu'il y en a, et ça peut se comprendre totalement, qui préfèrent donc la version de 82, et ben voilà, pied de nez de la suite. Dès le début, on nous explique sans aucun doute que le personnage principal, pour le coup, sera bel et bien artificiel. Le personnage de Wallace rencontre Deckard pour la première fois. Il dit dans le texte, il dit ça fait très longtemps, monsieur Deckard, que j'attendais ce moment de pouvoir enfin vous rencontrer. Ce qui est drôle quand on sait que dans la vie réelle, Jared Leto était un fan, et même un fan absolu de Blade Runner, l'original, et donc de Harrison Ford, et que le jour où il a tourné avec Harrison Ford pour cette scène, comme il avait sa méthode de l'acteur studio, il ne voyait rien, c'est-à-dire qu'il avait des lentilles qui faisaient qu'il était aveugle. Donc, ironiquement, il décrivait cette situation comme étant paradoxale, puisque il a toujours rêvé de rencontrer Harrison Ford et de jouer avec lui, mais finalement, l'ironie, c'est que le jour même où il joue avec Harrison Ford, de par sa méthode d'acteur studio, il n'y avait rien à voir. Et c'est finalement peut-être symptomatique du coup de la performance de Jared Leto, c'est que beaucoup de préparation, mais finalement pas grand-chose à voir, hormis la surface d'un personnage qui aurait pu être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe à mon avis. Sean Young, Rachel dans le premier film, avait le même challenge, c'est-à-dire qu'ils doivent jouer des coquilles vides et en même temps qui sont remplies. C'est-à-dire
Ils ont des souvenirs et en même temps, ils savent rien donc de la vie. Et c'est très intéressant, voilà, ce mélange de semi-humain, robotique, et Ryan Gosling joue constamment de ces deux notes en fait. Constamment, on voit dans son visage une froideur, une impassibilité, et en même temps une extrême sensibilité, presque une empathie, puisque justement l'empathie est le trait caractéristique finalement de l'humain dans le premier et dans ce film-là. Sauf qu'on se rend bien compte que même les réplicants en fait ont une empathie, disons, augmentée presque par rapport aux humains. Je vois que le spectateur peut-être pourrait s'endormir, ou que du moins l'intrigue commence peut-être à être trop languissante. Tout d'un coup, Hans Zimmer nous balance des grosses basses et essaye un peu de nous secouer. Et ce qui n'est pas très, très efficace, car dans l'original, il n'y avait pas tellement de basses, justement, à part deux moments, le début et la mort de Roy Batty. Le reste du temps, justement, c'était vraiment plutôt des mélodies électroniques et synthétiques. On ne retient pas vraiment de mélodies, contrairement à l'original qui avait vraiment des ambiances sonores très marquantes et qui a énormément influencé la musique. Donc dans le premier film, quand Roy Batty meurt, il lâche une colombe, et donc c'était évidemment chargé de symboles. Ça pouvait être vu comme un message de paix, ça pouvait être vu comme son âme qui s'envole au ciel, métaphore religieuse. Ici c'est pareil, il y a tout un sous-texte religieux, évidemment spirituel, et à la fin évidemment on a un plan zénithal, comme si c'était Dieu qui le regardait, qui regardait son ange, et il est évidemment couvert de neige, tout est blanc, il a purifié son âme, alors qu'avant il était tout sale, il faisait le sale boulot des humains. Et donc justement, c'est tout à fait approprié qu'on entende le thème de Roy Batty à ce moment-là, puisque justement c'est son âme qui s'envole au ciel, donc évidemment c'est émouvant. Donc avec cette image de fin, sur l'âme de Joe qui s'envole, j'ai vraiment donc compris que toutes ces hésitations autour de est-ce que c'est l'enfant ou non de Descartes, finalement n'avaient pas tellement d'importance. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui, justement, pour bien nous le signifier à la fin, lorsque Descartes demande à Joe mais je suis quoi pour toi au final, il lui sourit et il ne dit rien, mais on se doute bien que la réponse est tu es comme mon père. Et la métaphore en fait elle est là, c'est-à-dire que quelle est la différence finalement entre un être qui a des implants, des souvenirs qui ne lui appartiennent pas, mais comme il pense que c'est les siens, il se comporte comme si c'était les siens. Et or ici il a les souvenirs donc de la fille de Descartes, et donc pour lui c'est comme son père, même si dans les faits ce n'est pas Descartes qui l'a mis au monde. Donc encore une fois c'est très intelligent de la part de Villeneuve, puisque c'était le thème de Blade Runner. Le contexte du film, c'est-à-dire que entre Blade Runner 2019 et Blade Runner 2049, il s'est passé 30 ans. Si on fait abstraction de tout ce qui a été sorti en dehors du film, les sites internet, les courts-métrages, si on regarde vraiment juste le film, on sait très peu de choses. On nous parle d'un blackout et on nous dit que finalement il y aurait eu une explosion électromagnétique qui aurait détruit toutes les banques de données, et que maintenant finalement justement il reste très peu de choses. Mais voilà, on ne sait pas qui a fait ça, comment, pourquoi. Et surtout ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on n'explore pas finalement tant que ça le personnage de Descartes. On voit ce qu'il est devenu, mais on ne sait pas trop finalement les étapes transitoires qu'il a suivies. Alors bien sûr, certains diront c'est pas important, mais du coup le personnage a beaucoup moins de, le personnage a moins de consistance par exemple que le personnage de K, dont on essaie vraiment de savoir qui il est, d'où il vient, quel est son environnement. Descartes reste encore une fois très très flou. Ce que fait très bien Harrison Ford dans ce film, c'est qu'il nous rappelle qu'il n'est pas juste un acteur avec ce second degré et cette répartie, bien qu'il l'ait dans le film. C'est qu'il arrive aussi vraiment à incarner ce déni en fait, c'est-à-dire ce déni des émotions, un peu comme Gosling mais dans une variante. C'est-à-dire que à chaque fois que je le voyais dans les scènes, je voyais en fait la retenue, c'est-à-dire on sent qu'il est brisé de l'intérieur, qu'il y a tout cet amour et qu'il le retient, et qu'en même temps il peut pas s'empêcher de le ressentir. Donc, c'est quand tu es dans l'isolation, la solitude sur une durée prolongée, il suffit qu'il y ait une personne qui apparaisse, comme pour la fille de Descartes, et tout d'un coup ton monde s'illumine en fait. Et c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que tout d'un coup tu peux parler, tu peux raconter ton histoire, et donc finalement tu redeviens humain.
Et finalement, peut-être que la définition de l'humanité, c'est ça aussi, c'est que on n'est humain que finalement au contact des autres tout seul, encore que peut-être qu'avec son chien, Descartes était encore humain, enfin répliquant humain. C'est une histoire, disons, typiquement américaine, la famille comme thème majeur, qui, par exemple, dans le premier Blade Runner, était présente, mais de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus sous-jacente. C'est-à-dire qu'on comprenait que les réplicants ne pouvant pas se reproduire, ne pouvant pas vivre au-delà de 4 ans, qu'ils se serraient les coudes et que justement, ils étaient un peu comme un clan et une famille de substitution. Mais ici, voilà, le thème de la famille, tout d'un coup, prend une importance, disons, majeure, et qui, je pense, est à la fois, disons, imputable à Denis Villeneuve. Si on regarde Prisoners, par exemple, on voit bien que la famille est quelque chose qui l'intéresse et qui le touche. Mais disons que peut-être j'aurais préféré, voilà, que le film aille vers peut-être d'autres développements relationnels entre les personnages, qu'il aille peut-être au-delà d'une simple, disons, réconciliation père-fille. Dès le début, on a donc un carton explicatif comme dans l'original, sauf que cette fois-ci, il ne se déplace pas comme dans Star Wars. Et on nous repose le contexte. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que il repose le contexte de la même façon, disons, que pour un spectateur qui n'a jamais vu le film, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait jamais vu l'original pourrait tout à fait regarder 2049 et à peu près rentrer dans l'univers grâce à ce carton explicatif du début. Ce qu'a réussi donc Villeneuve, c'est reproduire cette quantité, disons, de détails, de thèmes, l'entrelacement des différents thèmes, la solitude, l'artificialité, la ville, l'écologie, la quête identitaire, la violence, l'amour. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'original, je pense qu'elles sont suffisamment sophistiquées et denses pour que le film ait un vrai poids, je pense. Je veux dire, la même fascination qu'il exerce, la même fascination que l'original. Dans l'original, il y avait un certain, disons, une certaine immobilité liée à la lenteur. Je veux dire par là que les vaisseaux n'allaient pas à la vitesse de la lumière. C'était pas Star Wars, ça fonçait pas de tous les côtés. Il n'y avait pas, disons, l'adrénaline d'une poursuite, par exemple. Et c'était plutôt audacieux, justement. Et ça, disons que ça ouvrait encore une fois l'imaginaire, puisqu'on pouvait s'imaginer justement des scénarios différents en se disant tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer si tout d'un coup il y avait une poursuite. Et en fait, ici, ça actualise ce désir de voir, disons, la pleine démonstration de la technologie. Donc on voit effectivement des spinners qui se poursuivent, qui se tirent dessus. Ça m'a quand même un peu dérangé sur le fait qu'on s'éloignait, disons, de cette ambiance, disons, au niveau des humains. Descartes chez Wallace, capturé par Wallace, on réentend Rachel, on réentend, je crois, donc, cette archive. Et non seulement on la réentend, mais on voit même un flashback au ralenti de Rachel qui apparaît, et le personnage de Wallace nous explique en fait quasiment en gros ce que Descartes a dû ressentir quand il a vu Rachel pour la première fois. Et à mettre au crédit de 2049, c'est qu'il donne à l'original presque plus de romantisme, encore une fois, de consistance émotionnelle, en nous dévoilant tout simplement, voilà, qu'est-ce qui était derrière. Si Denis Villeneuve avait maltraité Ryan Gosling comme Ridley Scott avait maltraité Harrison Ford, ça aurait pu être vraiment beaucoup plus intéressant, et surtout, je veux dire, ça aurait eu un impact beaucoup plus fort, je pense, sur le spectateur, car ici, malheureusement, alors qu'il s'agit de Denis Villeneuve qui avait fait Prisoners, où il y avait quelque chose de très, justement, réaliste dans les moments de violence. Ici, j'ai trouvé qu'à certains moments, la violence presque restait dans, disons, du interdit aux moins de 12 ans. On aurait pu aller, je pense, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Je pense notamment les séquences où il se donne des coups de pied, notamment vers la fin, quand la fille est censée justement casser la figure à Ryan Gosling.
Les coups n'ont pas cet impact violent comme dans le premier. Quand Gosling donc, rencontre Harrison Ford, il lui pose la question et il dit « Ah, c'est votre chien ah, c'est un vrai ?» Et évidemment, c'est donc un clin d'œil à est-ce que vous-même, est-ce que Descartes est un vrai être ou est-ce que c'est un être reproduit artificiellement et la réponse de Descartes est bien sûr un clin d'œil et une blague et en même temps, justement, je veux dire, tout à fait cohérent avec la thématique, disons, de Philippe Cadic. Il dit « I don't know ». Il a toujours bien sûr dit qu'il avait joué Descartes en tant qu'être humain, mais ça ne change rien au débat puisque Descartes en tant que répliquant pense, disons les 99% du film pense qu'il est un être humain et ce n'est qu'à la toute fin avec la licorne qu'il réalise qu'il n'en est peut-être pas un. Donc voilà, Harrison Ford n'a jamais aimé l'idée et quand il a fait la suite, disons qu'un compromis, voilà, c'est comme s'il y avait un compromis avec cette réplique qui avait été trouvée, c'est I don't know. Et donc il y a un décalage entre la faible finalement présence de Harrison Ford par rapport à l'énorme importance de Ryan Gosling, alors qu'à l'arrivée finalement c'est Harrison Ford qui survit et Ryan Gosling qui meurt. Et je pense que un des problèmes de la conclusion, c'est que pendant presque 2 heures, pendant 2h15, on suit un nouveau personnage pour au final le voir mourir, et à l'inverse, pendant une demi-heure, on resuit un personnage qu'on avait suivi et on est moins impliqué. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, je pense que sans avoir autant de présence à l'écran que Ryan Gosling, il aurait fallu que Harrison Ford ait au moins autant, disons, d'impact sur la durée que le personnage de Ryan Gosling, pour qu'on puisse ressentir beaucoup plus d'émotion quand il retrouve sa fille. Malheureusement, j'ai découvert à la fin que c'est pile à ce moment-là que le film se termine. Ça, c'est une frustration qui m'arrive souvent dans les films, c'est que les scènes que j'aimerais voir, qui justement auraient été très compliquées à écrire, car même quand j'ai vu Descartes à la fin, par exemple, qui approche de la vitre qui le sépare de sa fille, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir lui dire après toutes ces années? Quels vont pouvoir être les mots? Comment et je me suis même fait la blague, je me suis dit, peut-être que le film va juste se terminer, il va lui dire une phrase et ce sera le pire clin d'œil à une autre saga familiale, il va lui dire « Je suis ton père ». Je pense que ce n'est pas un hasard que Denis Villeneuve a choisi de ne pas nous montrer, par exemple, la discussion des retrouvailles entre Descartes et sa fille, puisque déjà ça aurait été extrêmement compliqué à écrire. Ensuite, ça n'aurait pas vraiment été en fait, disons, cohérent par rapport à ce que le film racontait, puisque le film raconte, disons, les retrouvailles entre un père et sa fille, mais une fois qu'ils se sont retrouvés, finalement, peu importe ce qui se passe après. C'est laissé à l'imaginaire du spectateur. Voilà, c'était la critique Yin Yang. J'espère que ça vous a plu ou que ça ne vous a pas plu, évidemment. N'hésitez pas à me le dire ou à pas me le dire. N'hésitez pas à m'envoyer vos propres critiques Yin et Yang. J'y répondrai. Vous pouvez bien sûr commenter, partager, montrer à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos petits-fils, vos tontons, vos ennemis, vos amis. Enfin voilà, ça fera plaisir. Je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de Il était plusieurs fois, consacré au 7 montages de Blade Runner, et à la loupe, le premier épisode consacré à l'impact et aux thématiques de Blade Runner. Évidemment, nous sommes dans la période spéciale Blade Runner, mais il y aura bien d'autres films à venir, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, un film, c'est comme la vie, il y a toujours du positif et du négatif. Bisous!